Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie de Jean-Luc Daciano. Bonjour, Bienvenue. merci. Donc aujourd'hui nous allons parler de Tamanoir qui est une de vos dernières sorties qui est sortie aux Forges de Vulcain si je ne me trompe pas en Tout à fait. 2020. Comment est-ce qu'est né ce roman? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? Alors je le raconte un peu à la fin du livre. J'étais en train d'écrire Souviens-toi des monstres, qui était un gros volume qui m'a pris plusieurs années. Et entre la partie 2 et la partie 3, je calais. J'avais pris trop de temps, je m'étais arrêté trop longtemps, je n'arrivais pas à retrouver la tonalité. Enfin, je me suis dit, le seul moyen de m'en sortir, c'est de me faire une parenthèse et d'écrire autre chose. Et quelques années auparavant, au Festival de Saint-Malo comme éditeur, je partageais une table avec les éditions Baleine. Et donc c'était à côté de Gonel de Noyer qui depuis est passé s'occupe d'une collection de poches polar. Et je dis à Gwenaël, ah mais il n'y a pas de poulpe fantastique, ça serait bien de faire un poulpe où ils se confrontent aux démons, aux fantômes, des choses comme ça. Elle me dit vas-y chiche. Et le propre de ces conversations, c'est que quand on dit chiche, on dit ouais ok c'est super, et puis en fait on le fait pas. Donc je l'avais pas fait. Et à ce moment-là, je me dis, donc quelques années plus tard, devant ma page blanche, je me dis allez je vais me faire un poulpe. Et là, je réalise qu'il n'y a plus de poulpe, que la série est suspendue, mais que Baleine n'a pas disparu, donc c'est pas non plus une faillite avec un personnage qui peut être repris. Euh, mais je me dis, bah, c'est pas grave, je vais faire un hommage au poulpe. Donc je vais faire un personnage qui sera pareil, enfin, voilà, même genre. Et au début, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un lion? Puis après, je me dis, non, non, arrête, arrête avec les animaux beaux, puissants, machin, sors de ça. Trouve-toi une bestiole étrange, ridicule, alors pas un ornithorynque, mais presque. Et en cherchant un peu, j'ai découvert que le tamanoir, euh, chez les Amérindiens du Sud, les États du Sud des Amériques, c'est le frère du jaguar et qu'il est, au même titre que le coyote en Amérique du Nord, une figure du désordre et du chaos. Et là, je me suis dit, trop bien. Le Tamanoir, frère jumeau de Cthulhu presque. C'est ça, il y a un petit côté comme ça, hein, une espèce de loup-nez, il marche avec ses grandes griffes, mais quand il se met sur sa patte arrière, on découvre qu'il est gigantesque. En fait, il a une bouche nez, mais il a pas de nez. Enfin, c'est une drôle de bestiole, c'est un drôle de truc. C'est comme le fourmilier? Non. C'est exactement comme Oui, le c'est ça. fourmilier, ouais, c'est la même famille, c'est le même, grosso modo, c'est la même bestiole. Alors, je sais plus si c'est exactement la même et que c'est deux des appellations différentes ou s'il y a une proximité, mais ouais, ouais, c'est la même grosse bestiole qui, dans Tintin et les Picaros, est en train de nettoyer la tête du capitaine Haddock. Et il y a bien sûrement. Et de quoi parle le Tamanoir finalement? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur son intrigue? Alors, sur l'intrigue première, c'était l'idée que j'avais envie de parler des gens sans domicile. Alors, j'avais écrit ce bouquin-là, c'était, enfin, au moment où j'avais commencé à y réfléchir, c'était la grande époque où on avait eu à la fois Sarkozy, puis le mandat d'après Manuel Valls, où les méchants c'était les Roms. C'était pas encore les Slaves, c'était les Roms, donc c'était les Roms qui étaient des méchants. Ils n'avaient pas de domicile, ils étaient sûrement pas français, alors qu'en fait, souvent quand même, si, et puis depuis plusieurs siècles, mais d'être sans domicile, c'était donc des voleurs, des parias, des méchants, patati patata. Et on crée vraiment une communauté. On retrouvait en fait le principe des ghettos à l'ancienne, hein, voire des pogroms potentiels, lissés par un discours contemporain. Et dans le même temps était en train d'arriver la problématique des migrants, qui sont aussi des sans-terre, hein, qui sont aussi des sans-domicile pour d'autres raisons. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal parce qu'en fait, on est en train de fabriquer une classe, ceux qui n'ont pas de domicile, qui permet aux ouvriers les plus pauvres d'avoir des gens encore plus pauvres qu'eux qui peuvent détester. Et donc au lieu de se poser la question de pourquoi on est pauvre, et ben en fait on est pauvre parce qu'il y a des plus pauvres qui nous volent. Donc voilà, c'était la réflexion de départ. Après j'avais envie de faire un truc un peu narquois sur les problématiques de... Alors c'est très léger, hein, d'associations qui tournicotent autour du quart-monde. Mais en fait, c'est tout le milieu associatif qui est à la fois génial et positif, mais quand il commence à grossir et à devenir des structures nationales avec des financements d'État, c'est aussi un business. Mm. Il y a des guerres entre assos. Hein, si vous allez à Calais, par exemple, il y a Salam qui est une toute petite association très pirate qui est vachement bien et qui aide les migrants. Et
qui n'a pas vraiment d'aide de l'État, et à côté vous avez des grosses institutions qui sont quand même dans, alors je ne juge pas, mais qui sont quand même un système proche de l'État et qui sont quand même aussi dans du tri. Alors le tri en ce moment, on va se dire que on ne peut pas faire autrement, mais il y a un surplomb historique à un moment donné, bon, voilà, qui ressort quand même. Ça met un peu mal à l'aise. Donc vive ça là, mais pas les autres. Entre guillemets, hein, voilà, c'est un peu rapide. Il y avait ça, donc du coup j'avais décidé de parler de ça, sachant que, faut pas mentir, on m'a dit c'est un roman politique, donc faut pas non plus exagérer, c'est un roman burlesque, avec des personnages qui sont politiques, mais c'est pas un roman manifeste, c'est pas une charge, c'est pas une enquête de terrain, j'ai pas des chiffres, j'ai pas des noms, j'ai pas... ce serait prétentieux de dire que je parle de ça d'une manière politique et construite. Je l'évoque, je vous les porte, je pointe un peu du doigt, et puis après, chacun va plus loin ou pas en partant de ça. Et dans ce roman, on suit Nathanaël Tamanoir, un héros qui paraît quand même très atypique, oui. Qui est décrit comme privé anarchiste et volontiers querelleur. Ouais. Ça semble pas être la personne quand même la plus fiable du monde. Non, il n'est pas très fiable, on ne sait pas trop grand-chose de lui, lui-même n'a pas l'air de savoir grand-chose de lui-même. Il est entouré par une bande d'amis assez solide qui le tiennent bien, mais c'est quand même un personnage... il a une silhouette un peu bizarre, il a des gros cheveux, il a une main difforme, il a un gros tarin. Du coup, c'est comme ça que tout le monde... Donc le truc, c'est qu'il est pas beau, mais qu'il a quand même du charisme. Et là où il est, on finit par découvrir que, en fait, il sait pas trop d'où il vient. Manifestement d'un orphelinat, qu'une mystérieuse banque suisse lui verse un revenu mensuel. Enfin, en fait, il a une carte bleue inépuisable. J'ai dit qu'à un moment donné, il a tenté de faire la fête avec quand il était plus jeune, enfin, puis qu'il a arrêté et qu'il s'est stabilisé sur des revenus minimums, mais c'est quelqu'un qui, pareil, du coup, n'a pas de domicile. Il ne vit pas particulièrement bien, mais il est incapable de se fixer et il sait qu'il a un revenu fixe, mystérieux et indéfini. Ce sera le sujet d'un autre livre. Et sa manière de faire des enquêtes est un peu bizarre puisqu'il est anard, il ne croit pas en la bienveillance de l'État, donc il ne va pas du côté de la police. Mais sa manière de résoudre les enquêtes, il le dit lui-même, c'est des enquêtes autogérées. Donc en fait, il met le bordel pour que l'enquête se gère elle-même. Pour voir ce qui ressort. Quoi. Exactement. Il secoue le panier de crabes et puis voilà. il voit ce qui descend. Exactement. Et on verra, il faut le lire pour savoir si ça marche. Et quand vous l'avez créé, est-ce qu'il a suivi un peu le chemin que vous lui aviez tracé ou vous l'avez posé là et puis vous avez vu ce qu'il faisait? Alors je l'ai posé là. Alors au début, j'avais à la fois des envies et des repoussoirs. Alors les envies techniques, elles étaient très simples. Je voulais faire un bouquin de moins de 200 000 signes avec une narration ramassée dans le temps. Et du coup, ça cadre quand même des obligations par rapport au personnage et comment on le décrit. J'avais des repoussoirs. Je voulais pas tomber dans le héros viriliste, puissant. Je voulais sortir de ces figures-là. Et en fait, là où il m'a surpris, c'est... il s'est révélé un peu plus violent et cruel que je le pensais. C'est pas une cruauté très méchante, mais quand même... un peu froide. Un peu froide, ouais. Un peu quand il est devant un mafieux mourant, ça ne le dérange pas de rallumer et de rééteindre les machines de survie. Il n'y a pas beaucoup de culpabilité. Il se dit que quand même c'est pas bien et que là il va soigner la blessure qu'il vient de faire, mais on sent quand même qu'il peut aller assez loin. Et puis non, là où j'ai été débordé, c'est sur les personnages secondaires qui tout d'un coup ont pris de la place et que je vais pas lâcher. C'est-à-dire que je voulais faire une série autour de Tamanoir, mais en fait je vais faire une série autour de Tamanoir et ses amis, le Club des 5. Nouvelle version. Oui, voilà. Donc votre roman, il mêle fantastique et polar. Pourquoi choisir de mêler ces genres, enfin d'écrire, on va dire, des mauvais genres? Est-ce que c'est plus simple pour aborder certains sujets? Alors, non, ça se joue ailleurs. Ça joue dans une chose que j'essaie de défendre, qui est une vision générale du monde, qu'on a déjà aussi dans Souviens-toi des monstres. Souvent on me dit, est-ce que tu es anarchiste? Je dis, j'aimerais bien être anarchiste, mais je ne crois pas en l'homme. Donc en fait, l'anarchie, si on ne croit pas en l'espèce humaine, c'est compliqué. Ça m'attriste, mais c'est pas le dernier sondage de notre démocratie qui me rassure sur la croyance entre la bienveillance humaine.
Si je devais faire un surplomb idéologique, je dirais que en fait, je suis plutôt antispéciste. Donc l'intérêt d'être antispéciste, c'est que j'aimerais bien que l'espèce humaine sorte de sa fermeture d'espèce, et puis du coup sorte aussi de son monothéisme, panthéisme et antispécisme. L'intérêt de l'antispécisme, c'est que du coup, si on ne croit pas trop aux espèces, on ne croit pas trop aux gens non plus, donc ça donne une ouverture. Et après, j'en ai jamais rencontré, mais j'aimerais bien que le chamanisme et les fantômes, ce soient des portraits. En fait, j'aimerais bien un monde plus poreux, de manière générale. Et du coup, le fantastique a une manière de mettre en scène cette envie de porosité entre les humains, les animaux, les religions, et du coup, l'inframonde ou l'ultramonde, comme on peut s'entommer dans un discours mystique ou New Age. Dans ma vie concrète, ça se passe pas, mais du coup, je suis content que ça se passe dans mes romans. Dans les romans. Et puis après, il y a une vieille problématique sur laquelle j'avais travaillé dans mes études auparavant, c'est qu'est-ce qu'une figure du mal? Qu'est-ce que le mal? J'avais écrit dans une thèse sur Genet qu'il n'y avait pas d'incarnation du mal dans le monde, mais il y avait des victimes agissantes du mal. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sociologie qui explique que quand on est mauvais, entre guillemets, il y a des raisons, il y a des causes, et qu'en fait on est généralement, pour être dans le vraiment glauque par exemple, un grand nombre de pédophiles ont eux-mêmes été abusés. C'est une généalogie sordide. Ça n'empêche pas qu'il faut évidemment arrêter, condamner ces criminels, parce que ce sont des crimes. Mais du coup, il faut interroger aussi le modèle social qui permet de perpétuer en toute impunité pendant c'est une annexe. Mais du coup, si je me pose la question du mal, et que dans un roman, je suis sur la construction en amont, il y a eu ceci, il y a eu cela, je vais faire des figures de criminels qui sont subtiles et intéressantes, certes, mais j'ai quand même envie de condamner le fonctionnement économique et social qui conduit à la protection de ça. Et une des manières que j'ai trouvé de mettre en place ces condamnations, c'est de faire intervenir le fantastique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est le capital, je vais dire c'est le capital diabolique. Et du coup, c'est un déplacement qui est plus joyeux en termes de narration. Donc ça, dans le polar, c'est pratique. Et qui permet aussi de prendre un peu de distance. Complètement. D'être dans une chose un peu légère. Donc là, j'ai quand même un personnage qui théorise le fait qu'il faut créer une société avec une basse classe que tout le monde va détester, mais sans trop spoiler, c'est une idée qu'il a depuis très longtemps et qui lui a été soufflée par des forces obscures, mais ce qui lui permet de tenir. Mais bon, voilà, après, si j'étais un vrai idéologue, je dirais non, il ne faut pas du tout de fantastique, car il faut vraiment pointer du doigt la vérité, les sources, et ça, c'est autre chose. Ça, ouais, un autre débat. Complètement. Tamanoir, c'est pas non plus votre seule sortie dernièrement, puisque vous avez aussi Souviens-toi des monstres, qui nous plonge dans une Italie fantastique peuplée de personnages hauts en couleur, dont les Siamois, Raphaël et Gabriel, quasi chevaliers de l'Apocalypse en fait. Il y a un petit côté comme ça, complètement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce roman? Alors ça, c'est un roman que j'ai mis quand même quelques années à écrire. À l'origine, en 2013, donc c'était vraiment très ancien, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Siamois, en toute simplicité, qui devait faire 15 ou 20 000 signes, qui était vraiment je racontais leur vie en toute linéarité, et cette nouvelle m'était restée en tête, et quelques années plus tard, je me dis non, mais en fait, il faut vraiment que j'en fasse un roman. Et quand on a présenté ce livre à la Maison de la Poésie, il y avait une lecture qui était faite par David Sidibé, il y avait David Nerman et Jean-Pierre Petit, j'ai un doute sur le Pierre, qui faisait de la musique, c'était super beau, et c'était Sylvie Tanette qui présentait le texte. Et il disait qu'en fait je faisais partie de ces enfants d'immigrés, ma mère est italienne, elle arrive en France en 1958, qui avaient un imaginaire du pays de leurs parents sans y être allés. Et qu'en fait on parlait d'une littérature de la migration souvent sous l'angle de on raconte le déplacement des parents ou son propre déplacement, mais qu'elle pensait qu'il y avait aussi une littérature de la migration, en ce sens que tous ces enfants d'immigrés qui avaient un imaginaire, qui renvoyaient à un pays qui n'était pas le leur, dans lequel ils n'avaient pas vécu, mais dont ils avaient entendu parler toute leur enfance.
Donc déjà il y a ça, il y a un domaine où c'est une Italie mythifiée, fantastique, un peu étrange, qui croise des histoires que ma mère m'a racontées, des souvenirs de vacances gamin dans les Pouilles, dans l'extrême sud de l'Italie. C'est aussi une Italie, c'est du chrony, hein, le mot Italie n'est jamais prononcé, c'est aussi une Italie qui serait de plein pied dans la prolongation de la mythologie gréco-romaine, c'est-à-dire qu'on parle de pêcheurs et de paysans, mais il n'est pas inhabituel, même si ça reste rare, de croiser au détour d'un sentier un centaure ou dans une crique une sirène. On est vraiment dans le même univers de cette mythologie gréco-romaine. Alors, c'est une Italie catholique, mais c'est un catholicisme à l'italienne, à l'Italie du Sud que je connais bien, où dans les églises on parle et on marchande. L'Italie du Sud, c'est à la fois très religieux, mais c'est une religiosité qui est vraiment métissée de paganisme. Adapté presque à la vie de tous les jours. Quoi, les Pouilles, vraiment, ma mère est née à côté de Brindisi, mais quand ma mère était gamine, elle faisait la tarentelle, qui est une danse chamanique. Je savais pas là pour la tarentelle. La tarentelle, c'est une danse chamanique. Officiellement, c'est vous êtes piqué par une araignée et vous dansez pour évacuer le venin. En fait, c'est une danse chamanique, c'est une danse de transe où pendant la danse, on communique avec les esprits des morts. J'ai publié comme éditeur un gros roman sur la tarentelle. Tout est pour eux. Donc il y a toute une voilà, j'ai été nourri à une mythologie à la fois très chrétienne pratiquante et en même temps très ouverte sur des choses que l'Église répudiait, ne voulait pas. Et donc je crée un univers d'une espèce d'Italie uchronique du XVIe, XVIIe siècle où on est encore dans un univers à la fois catholique et gréco-romain et où l'intervention des dieux, les miracles de l'Église ou l'apparition du centaure ne pose pas plus de problèmes que ça. C'est pas du domaine de l'ordinaire, mais c'est pas du domaine du surnaturel. Ça fait partie de. Et après, j'avais envie de raconter dans ce cadre-là une histoire qui mêlerait à la fois j'aime beaucoup le style, donc une écriture très travaillée qui renvoie aussi bien à Borges qu'à Gabriel Garcia Marquez par rapport à Mille ans de solitude, ou à Camilleri pour l'Italie très populaire. Et en même temps être dans le fantastique, l'onirique, l'effroi, enfin tout ce qui renvoie un peu à ces contes mythologiques dont on nous a versé. Donc Messiamois, quand ils chantent, ils font des miracles. Quand ils chantent, leur voix accordée. Évidemment, ces miracles, d'abord, ils ne les contrôlent pas très bien, donc c'est pas toujours le miracle voulu. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand des gamins peuvent faire des miracles? Ils deviennent l'objet de tractations politiques et mafieuses. Donc voilà, on raconte leur parcours et ils ont une espèce de magnétisme. En fait, les gens les aiment bien, ces deux gamins monstrueux. Donc ils sont toujours à deux doigts de se faire massacrer, mais ça n'arrive jamais. Et ils mettent du temps à comprendre ça eux-mêmes. Et ils sont nés dans une famille qui n'est pas du tout bienveillante, mais pareil, ils mettent quelques années à comprendre, parce que je pense que quand on est dans une famille extrêmement violente, mais que c'est la norme dans cette famille. On se pose pas la question de savoir est-ce que c'est petit, pareil à côté. Petit à petit, ils finissent par réaliser que non seulement eux ils sont monstrueux, mais autour d'eux il n'y a pas grand nombre de sympathiques. Donc voilà, et ça donne un gros roman de 500 pages qui s'étale sur leur vie à eux. Et on croise donc centaure, sirène, femme serpent, faune, tout à fait, un diable faune assez étonnant. Alors il y a une connexion, c'est que ce diable narquois et créateur de bordel, dans Souviens-toi des monstres, c'est Rasputin, et il y a son équivalent féminin, et en fait il y a un passage où je dis que c'est sa sœur dans ta mémoire qui est Bethzabée.